Pourquoi les pauvres votent à droite de Thomas Frank. Première partie. Les mystères des Grandes Plaines. Chapitre 1. Les deux nations. Dans l'imaginaire réactionnaire, l'Amérique est un pays dans un état de quasi-guerre civile permanente. D'un côté, des millions d'authentiques Américains, sans prétention, et de l'autre, les intellos, les libéraux omnipotents, qui dirigent le pays, mais qui méprisent les goûts et les convictions de ses habitants. Lorsque le président du Comité national républicain affirmait en 1992 à la télévision que l'Amérique, c'est nous, et certainement pas ces types-là, il se contentait de proposer une nouvelle formulation, certes plus directe, d'une idée vieille de plusieurs décennies, et l'identification par Newt Gingrich des démocrates aux ennemis des Américains normaux ne fut qu'une reprise bien pensée de ce thème éculé. Deux Amériques. Cette division symbolique du pays qui, après l'élection présidentielle de 2000, fascina aussi bien les partisans de la réaction qu'une part non négligeable de la classe intellectuelle. Cette image s'inspirait de la carte des résultats électoraux de cette année-là. Et il y avait ces vastes étendues intérieures rouges. Tous les médias utilisent la couleur rouge pour caractériser les victoires républicaines. Où les gens avaient voté pour George W. Bush. Et ces deux petites régions côtières, bleues. Où les gens qui vivent dans les grandes villes avaient voté Al Gore. À bien y regarder, il n'y avait rien de particulièrement exceptionnel dans cette confrontation des rouges et des bleus, surtout si l'on songe à quel point la compétition avait été serrée. Oui, donc voilà, les ricains, ils sont pas très malins parce qu'ils mettent en rouge les républicains, donc la droite, et en bleu, les démocrates, donc la gauche. Même si, bon, la gauche chez eux, voilà. Tout ce qui s'apparente à de la gauche, ils mettent pas du bon côté. Les couleurs sont pas les bonnes chez eux. Enfin. Pourtant, de nombreux observateurs politiques virent dans cet électoral de 2000 la preuve de l'existence d'un dangereux clivage culturel, une crise rampante de l'identité et des valeurs. Ce pays est rarement apparu plus divisé qu'aujourd'hui, se lamentait David Broder, l'intello de service du Washington Post, dans un article publié quelques jours à peine après l'élection. Les deux zones étaient bien plus que de simples blocs électoraux, elles désignaient deux profils sociologiques totalement différents, deux Amériques en permanente opposition. Et ces gens, fort cultivés, savaient, avant même que l'élection fût définitivement tranchée, et rien qu'en regardant cette carte, ce que ces deux Amériques représentaient exactement. De toute façon, cette explication était déjà prête avant même que l'élection n'ait eu lieu. Donc là, il y a une petite note. Le scénario État bleu, État rouge doit beaucoup à One Nation, Two Cultures, un livre d'offensive culturelle écrit par la doyenne néoconservatrice Gertrude Himmelfarb, épouse d'Irving Kristol et mère de Bill Kristol, rédacteur en chef du Weekly Standard. Ça a certainement son importance, mais je ne connais pas assez les médias américains pour ça. Depuis les années 1930, les conservateurs rêvaient qu'un jour viendrait où le mouvement ouvrier prendrait leur parti sur les questions de politique, qu'ils voteraient républicains et défendraient les avancées sociales acquises dans le passé par ces luttes. Avec cette carte clairement divisée en bleu et rouge, ce rêve semblait se réaliser enfin. Les régions traditionnelles démocrates du Sud et des Grandes Plaines étaient désormais de leur côté, constituant une étendue rouge ininterrompue, et les démocrates devaient se contenter de leurs vieilles frontières, les États indécrotablement démocrates du Nord-Est et ceux des jouisseurs de la côte Ouest. Coucou Emiel. Petite note. Une poignée d'États du Midwest votèrent toutefois démocrates, ne se conformant pas exactement à ce schéma. Ils se virent en conséquence rarement pris en considération par les commentateurs. Il n'est pas question ici de minimiser le bouleversement que cela constitue. Certaines régions du Midwest étaient autrefois si ancrées à gauche que, dans son livre devenu classique sur l'histoire de cette région, l'historien Walter Prescott Webb qualifiait
son radicalisme persistant de Mystère des Grandes Plaines. J'ai le point d'exclamation lecture aussi au besoin. Donc, ce mystère n'a fait désormais que s'épaissir, tant il semble impensable que le Midwest ait jamais pu être une région radicale, et avoir jamais été autre chose qu'un territoire pépère où il fait bon piquer un petit roupillon. Pourtant, les lecteurs des années 30 auraient immédiatement compris ce que voulait dire Webb. En effet, un grand nombre des soulèvements politiques qu'a connus le XXe siècle prirent renaissance dans les terres situées à l'ouest de la rivière Ohio. Cette région avait fait don au pays de socialistes comme Eugene Debs, d'ardents progressistes convaincus tels que Robert Lafollette et de syndicalistes engagés de la trempe de Walter Reuther. Travailleur des chemins de fer, Eugene Debs participe à la création du syndicat américain des chemins de fer en 1983. Son soutien à la grève contre la Pullman Palace Car Company, réprimée dans le 184, lui coûte 6 mois de prison. Devenu socialiste durant son incarcération, il participe en 1901 à la fondation du Parti socialiste, qu'il dirigera, pour lequel il sera 5 fois candidat à la présidentielle. Membre fondateur en 1905 de l'Industrial Workers of the World, IWW, sa critique de l'entrée en guerre des États-Unis et sa défense en 1918 des socialistes emprisonnés pour s'être opposés à la conscription lui valent 32 mois de prison. Gouverneur de 1901 à 1906, puis sénateur républicain du Wisconsin de 1905 à 1925, Robert Lafollette, qui est né en 1855 et mort en 1925, sera le candidat du Parti progressiste qu'il a créé pour l'élection présidentielle de 1924, obtenant 17% des suffrages. Cet honnête réformiste milite pour le vote des femmes et l'égalité raciale, avant de s'opposer au monopole du rail et à l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Grande figure libérale du mouvement ouvrier américain, proche du Parti démocrate, militant des droits civiques et du welfare state, Walter Reuther, 1907-1970, fut président du syndicat de l'automobile, l'United Auto Workers, UAW, de 1946 et 1970, et du Congress of Industrial Organization, CIO, de 1952 à 1955. Un petit point sur Debs. J'étais en train de commencer à lire justement, je sors ça, une très bonne BD qui s'appelle Une histoire populaire de l'Empire américain. Donc c'est une adaptation du livre d'Howard Zinn, mais en BD. Et justement, j'ai lu le premier chapitre qui parle de Debs. J'ai lu il y a 2 jours. Et c'est super intéressant. Hop, je vais reprendre le moment. Voilà. Où ça parle de Pullman. Et en fait, Pullman, c'était un très très riche possesseur de rails. Et il faisait dessus des wagons de luxe. Et donc, en fait, Pullman, ce qu'il faisait, c'était qu'il avait créé sa cité ouvrière. Et donc, les ouvriers dedans, ils travaillaient, voilà. Je peux lire une citation d'un des personnages. Un personnage très annexe, c'est un ouvrier qui dit « Regardez ma feuille de paye. J'ai travaillé 10 heures par jour pendant 12 jours et j'ai gagné 9,12 $. Mais 9 $ sont allés à Pullman. Cela ne m'a rapporté que 12 cents. » Parce qu'en fait, voilà. Pullman est une plaie, tout lui appartient. Les maisons, les écoles, même les églises. Il achète le gaz 25 cents, les 1000 mètres cubes, et nous les revend 3 fois plus cher. Il achète l'eau à 8 cents, les 4000 litres, et nous la revend 40 $. Donc voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que Pullman, il avait créé, donc ça se faisait beaucoup à cette époque, des très riches qui voulaient créer leur cité ouvrière pour concentrer en fait leurs ouvriers et les regrouper dans des maisons, certes parfois plus confortables que dans lesquelles ils vivaient avant, sauf que tout appartenait à l'entrepreneur. Le magasin où ils achetaient leur nourriture leur appartenait à l'entrepreneur, les maisons, ils payaient un loyer dessus, ils payaient
tout ce qui en fait, tout ce à quoi ils avaient accès appartenait à l'entrepreneur. Pour acheter quelque chose qui n'appartenait pas à l'entrepreneur qui les embauchait, il fallait aller à plusieurs kilomètres dans une ville ailleurs. Donc en fait, c'était toutes les dépenses qu'on faisait revenaient en fait à notre employeur. Et donc, là en fait, ce qu'a fait Pullman en plus, c'est qu'il a en plus réduit les salaires. Il n'arrêtait pas de réduire les salaires pour qu'en fait, au final, ils ne gagnent rien, les salariés. Ils vivent pour travailler pour leur employeur. Voilà, petite parenthèse. Et donc ça se faisait beaucoup. Et c'était vraiment le capitalisme libéral ultra hardcore à son paroxysme. Donc, voilà. Je reprends. Cette région a fait don aux pays de socialistes comme Eugène Debs, à d'ardents progressistes convaincus qu'être Robert Lafollette et de syndicalistes enragés de la trempe de Walter Reuters. Elle avait engendré l'IWW, anarchiste, et la très pragmatique UAW donc. Et donc l'UAW, c'est un syndicat créé à Chicago en 1905 lors d'une convention réunissant socialistes, anarchistes et radicaux venus de tout le pays, avec en tête d'affiche Big Bill Haywood, Eugene Debs et Mother Jones. L'IWW, Industrial Worker of the World, se donne pour objectif de libérer la classe ouvrière de l'esclavage capitaliste, en rassemblant tous les travailleurs d'une même branche au sein d'un seul grand syndicat, sans discrimination de sexe, de race ou de qualification, prônant l'action directe et la grève générale des Wobblies. Les Wobblies déploient pendant 10 ans une telle activité qui constitue une véritable menace pour la classe capitaliste. L'oppression fait rage, mais c'est l'entrée en guerre des États-Unis qui permet au gouvernement de les éliminer, au cours d'un procès fleuve condamnant de nombreux membres et tous les dirigeants à de très longues peines. Syndicat fondé en mai 1935 à Détroit. Attends, il parle duquel là? Ah oui, l'UAW, voilà. Syndicat fondé en mai 1935 à Détroit, dans le Michigan, par l'Hégémonique American Federation of Labor, la FL, l'UAW, United Auto Workers, prend vite une importance majeure au sein du monde ouvrier et votera un renoncement à la grève après l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon. Avec à leur tête Walter Reuters, dès 1946, les ouvriers de l'UAW deviennent parmi les plus favorisés du pays jusque dans les années 70, avec environ 700 000 membres. Il est encore aujourd'hui l'un des plus importants syndicats nord-américains. Donc voilà, il y avait l'IWW qui est un syndicat plutôt révolutionnaire, en plus de la CGT on va dire, et de l'autre on avait l'UAW qui est plutôt CFDT, à faire plus de compromis. Et donc l'IWW a été réprimé très fortement. Peut-être même certains se souvenaient-ils d'une époque où l'on pourrait trouver des journalistes socialistes au Kansas, les électeurs socialistes en Oklahoma et des maires socialistes à Milwaukee. Également, il y aurait des fermiers radicaux qui militaient dans des organisations agricoles portant des noms tels que Farmers Alliance, Farmer Labor Party, Non-Partisan League ou Farm Holiday Association. Là, il y a encore une énorme note sur ces différents groupes. Alors, au Texas, endetté par la chute des prix et le système de gage sur récolte qui aliène les hauts fournisseurs des fermiers, qui les aliènent aux fournisseurs, les fermiers forment en 1877 un système de coopérative, à l'origine de la Farmers Alliance, qui se rapproche bientôt du mouvement ouvrier dans un projet d'union de toutes les organisations de travailleurs. En 1989, l'Alliance est présente dans de nombreux États et compte plus de 400 000 membres, dont 50 000 au Kansas. Elle se transforme en parti du peuple à l'origine du mouvement populiste. Donc ensuite, pour Farmer Labor Party, c'est un représentant des fermiers dont il défend le syndicat. Le programme du Farmer Labor Party comprend notamment la nationalisation de certaines industries et la sécurité sociale. Parti politique minoritaire du Minnesota, fondé en 1918, il devient, dans les années 20, un mouvement national dont la fusion, en 1944, avec le Parti démocrate du Minnesota,
fait un parti majoritaire. Et ensuite, organisation politique fondée en 1915 au Dakota du Nord, la Non-Partisan League élabore une critique radicale et originale de la politique des vieux partis, en œuvrant pour la forme de démocratie directe. En 1956, elle fusionne avec le Parti démocrate du Dakota. En 1932, pour manifester contre l'absence d'aide du gouvernement et être prise en compte par le New Deal, des fermiers de l'Iowa et du Nebraska décident de se mettre en grève. Regroupés dans la Farm Holiday Association, ils mènent de nombreuses actions contre le libre marché agricole, dont des blocages de routes. Donc voilà, on avait ces différents groupes de fermiers, sous forme de syndicats, de partis, d'associations, etc. Donc certains peuvent se rappeler de tout ça. Et la sécurité sociale, le socle du système social libéral, était en très grande partie le produit de la mentalité du Midwest. La quasi-totalité de ces organisations ont aujourd'hui disparu, et l'on peut considérer comme l'un des plus grands renversements de l'histoire américaine, le fait que cette mentalité régionale ait autant changé, et la plupart des habitants considèrent aujourd'hui que le système d'aide sociale leur est imposé de l'extérieur. Il nous est même presque impossible de croire qu'il fut un temps où on tenait les progressistes pour fougueux, plutôt que prétentieux, autoritaires ou mauviettes. Voilà. Je vais reprendre un peu en gros depuis le début du chapitre. Ces gens-là, en fait, si on était dans les années 30, il y aurait encore des gens pour se rappeler que le Midwest, en fait, c'était beaucoup des socialistes, des révolutionnaires, des paysans qui se révoltaient. Et c'est grâce à eux qu'il y a eu des acquis sociaux qui sont en train d'être démantelés aux États-Unis au moment de l'écriture du livre, donc dans les années 2000. Et donc en fait, maintenant, dans les années 2000, tout le monde a oublié en fait ce passé-là, et beaucoup pensent qu'en fait c'est des intellectuels gauchistes, communistes qui imposent les sécurités sociales aux travailleurs, alors que c'est la liberté qui doit primer. Voilà. Ils se sont fait retourner complètement par les républicains qui les ont mis en opposition en fait du coup aux démocrates sur le thème c'est des intellectuels qui vous méprisent, qui pensent que vous êtes bon à rien et qu'il faut vous assister. Et c'est à cause d'eux, ils créent des classes d'assistés, etc. C'est vos ennemis, en gros. Donc voilà, les républicains ont réussi ce tour de force-là à ramener en fait des populations qui étaient censées être leurs ennemis et qui s'étaient historiquement battus contre eux pour obtenir des gains sociaux, les retourner contre ces gains sociaux et contre les partis qui les ont portés. Ainsi, lorsque l'on compare la carte électorale de 2000 à celle de 1896, l'année du bras de fer entre le grand roturier William Jennings Bryan et le porte-parole du monde des affaires William McKinley, on constate un renversement évident. Bryan était originaire du Nebraska, homme de gauche et chrétien fondamentaliste, cocktail quasi inimaginable de nos jours. En 1896, il l'avait emporté dans la majeure partie du pays, excepté dans le nord-est et dans le nord du Midwest, qui soutenaient sans faillir le capitalisme industriel. Les conseillers de George W. Bush aiment comparer leur poulain à McKinley. La carte électorale de 2000 en main, les partisans du président imaginent aisément qu'on puisse rejouer la grande compétition de 1896 avec des résultats optimaux. La politique de McKinley, élue par l'Amérique moyenne de Bryan. Voilà. Ils ont aussi réussi à retourner l'opinion des classes populaires en se basant sur la religion. En faisant campagne sur la religion, sur le christianisme. Et donc pouvoir rallier en fait sur des valeurs. Ils ont rallié en fait les ouvriers et les pauvres, les paysans, etc. sur des valeurs. Et non pas sur des besoins économiques, etc. Ils les rallient sur des valeurs, comme on l'a vu dans l'intro hier, des valeurs qui ne vont pas tenir.
Donc ils vont dire, regardez, ce n'est pas normal, l'avortement, le droit à l'avortement, ce n'est pas normal, ça tue des fœtus qui sont des enfants de Dieu, blablabla. Et donc, ils vont en fait utiliser ces arguments-là pour retourner les classes populaires contre les démocrates, qui vont dire maintenant l'avortement c'est important, etc. Blablabla. Et ils vont le retourner avec cet argument-là, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ne vont rien faire du tout pour, par exemple, supprimer le droit à l'avortement. Toutes les mesures que vont prendre les républicains une fois au pouvoir, ils vont les prendre en faveur de la finance, en faveur des grands patrons et des grandes entreprises. Et en aucun cas, ils vont passer les mesures qu'ils ont promis au peuple, qui a voté pour eux. Donc ils vont chercher les classes populaires, ils le retournent contre contre la gauche, ce qui ferait le camp normal vers lequel ils devraient se tourner, en utilisant des arguments moraux et la religion. Et une fois arrivés au pouvoir, ils ne font rien de ce qu'ils ont promis là-dessus, et ils font tout pour aider les riches. Les riches qui vont donc démanteler les conditions de travail, les aides, tout ce qu'en fait ils ont acquis il y a plusieurs décennies, ce qui va renforcer en fait leur haine le mal-être qu'ils ressentent. Et ils vont encore plus se recentrer sur des valeurs tout court, plutôt que d'essayer d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont réussi à mettre dans la tête des gens que leurs conditions de travail et leurs conditions économiques, c'était l'American Dream, quand on veut on peut, etc. C'est tellement enfoncé dans leur crâne, à coups de masse, qu'ils y croient, et qu'en fait, si on réussit pas économiquement, c'est de notre faute, et donc ça n'a rien à voir avec la politique. Par contre, s'il y a des politiques qui veulent donner des droits aux homosexuels, le droit à l'avortement, etc., ça c'est pas bien. Ça c'est mal. Et donner des aides, etc., ça c'est pas bien, ça fausse la concurrence, c'est mal aussi. Je continue. À partir de ce simple indice que constitue la carte électorale, les intellectuels se laissèrent aller à des proclamations culturelles assez péremptoires. En observant la carte, affirmèrent-ils, on pouvait facilement conclure que George Bush était élu des vrais gens de l'Amérique populaire qui habitent ce que nous appelons le cœur du pays. Région où règne en maître humilité, la franchise et par-dessus tout la vertu du petit exploitant agricole. En revanche, les démocrates étaient le parti de l'élite. Un simple coup d'œil sur la carte démontrait que les libéraux étaient sophistiqués, riches et matérialistes, alors que les grandes villes vivaient sans honte au bleu. Viraient sans honte en bleu, le pays avait tout compris et était devenu républicain, avec un avantage de 10 km² contre 2,5. Donc voilà. Je me réfère ici aux résultats comté par comté à 2 km² près. Bush a remporté, selon ce critère, 6 286 000 km², tandis que Gore n'en a rapporté que 1 500 000. Sans doute estimez-vous que ce genre de statistique est absolument hors de propos et que quiconque un tant soit peu sain d'esprit ne saurait en user. Détrompez-vous, un article paru sur National Review Online, un an après les élections, s'en servait pour démontrer que le vote Bush était plus représentatif de la diversité de la nation que le vote Gore. Un regard sur la carte comté par comté des États-Unis après les élections de 2000 montre que le vote Gore ne se retrouve que dans de minuscules parcelles de territoire bleu, principalement sur les deux côtes, noyées dans un océan de rouge pro-Bush. Au total, Bush a remporté la majorité dans des régions s'étendant sur plus de 6 millions de km², quand Gore n'a été capable de l'emporter que de peu que dans seulement quelques 1 500 000 km² de territoire. Ce schéma semble séduire tout particulièrement les conservateurs. Le concept des deux nations est une image plus largement propagée par les conservateurs. Il n'y a eu, de la part des libéraux, que quelques tentatives pour définir le fossé existant entre État bleu et État rouge. La principale de ces tentatives est l'œuvre de Paul Krugman, qui a essayé de renverser ce scénario en décrivant les représentants de l'Amérique rouge comme des parasites vivant sur l'argent des impôts, comme pour les subventions publiques à l'agriculture par exemple, de la riche américaine bleue.
le riche Amérique bleue. Inutile de préciser que cette vision des choses n'a pas connu un grand succès, même si selon le scénario des deux Amériques, les Bleus sont supposés dominer les médias nationaux et déformer constamment les informations pour se présenter sous le meilleur jour. Pour rappel, les Bleus, c'est les démocrates, donc les gauchistes, on va dire, pour nous, plutôt tendance Macron, et le rouge, c'est les républicains, donc la droite, tendance plutôt Pécresse, hein. Droite très dure. Voilà, ils n'ont pas de Mélenchon chez nous. Ça n'existe pas. Les scénarios qui mettent l'accent sur les États-Unis, sur les États passés au rouge, pardon, a conféré une sorte de légitimité majoritaire à un président qui avait perdu en termes de suffrage exprimé. Il autorisait également les conservateurs à faire passer leur point de vue pour la véritable philosophie de cette région que les Américains, même ceux des grandes villes, vénèrent traditionnellement comme étant le dépositaire de la vertu nationale, un lieu où l'on parle franc et on dégaine vite. Les macronistes gauchistes. Les gauchistes tendance Macron. Oui, voilà, bah, c'est les États-Unis, quoi. C'est tellement hardcore la droite chez eux que bon. Allez, on va dire le PS Hidalgo. Le PS Taubira, si vous voulez. Il est presque pareil que Macron, mais... Voilà, si ça vous fait plaisir. Ça s'en vient chez nous, donc bon, oui, tout à fait. Justement, je vais faire un parallèle avec chez nous pour qu'on comprenne un peu mieux. Ce anti-élite, ce truc de compter la population par kilomètre carré pris, ça pourrait très bien être refait par chez nous, en disant, regardez, les écologistes bobos, là, les écolos bobos de gauche, c'est que dans les grandes villes, alors que les vrais gens, ceux qui travaillent dur, eux, c'est la plupart de la population, c'est dans les campagnes, eux, ils ont compris qu'il faut voter à droite. Ça serait cette rhétorique-là. Et donc, on va voir que dans les campagnes, ça vote majoritairement les Républicains ou Front National aux élections locales. Et dans les grandes villes, ça vote beaucoup écolo, ça vote beaucoup LFI. Alors que, ben, c'est contre leur... leurs revendications quand on les sonde, par exemple. Oui, c'est ça, au Comari. En fait, il disait que aux États-Unis, voilà, il se réfère aux résultats comté par comté de kilomètres carrés, blablabla, en 2000, en disant Bush a remporté son critère 6 200 000 km² et Gore que 1,5 million. Sans doute estimez-vous que ce genre de statistique est absolument hors de propos et que quiconque un tant soit peu sain d'esprit ne saurait en user. Détrompez-vous. Un article partagé dans National Review Online, un an après l'élection, s'en servait pour démontrer que le vote Bush était plus représentatif de la diversité de la nation que le vote Gore. Donc voilà. Il utilise ça pour dire, vous trouverez que c'est complètement con, mais les républicains s'en servent quand même. Donc voilà. C'est ce genre de choses que vont utiliser les républicains, en fait. Ils vont dire, regardez, on a plus de kilomètres carrés, c'est donc que le peuple a compris. Le vrai peuple des campagnes a compris. Alors que les petites élites boboisées de ville, les petits intellos, c'est vos ennemis. Ça, c'était beaucoup le cas sous Sarkozy, pour le coup. Ça s'est un peu calmé, je trouve, cet anti-intellectualisme. Pas tant que ça, mais un petit peu. L'anti-intellectualisme s'est calmé après Sarkozy, mais chez Zemmour totalement. Mais c'était un des arguments de campagne de Sarkozy. Hein. Et sinon, bonjour Oko, bonjour Cariops. Voilà, c'était pour faire le parallèle chez nous. On a plus de 70% de la population qui habite en ville. Oui, mais si tu comptes en kilomètres carrés, c'est ça le truc en fait. C'est qu'en fait, ils vont dire, il y a plus de gens qui habitent en ville qu'en campagne, certes, peut-être, mais regardez, si on prend en kilomètres carrés, eh ben, on a gagné. Et puis les petites villes, ça compte pas, c'est que les grosses villes. On va dire, regardez, Paris, c'est Hidalgo, c'est une bobo gauchiste déconnectée. Lyon, c'est... je sais plus son nom, là, mais c'est un écolo, c'est déconnecté.
Il y a Piolle à Bordeaux, c'est déconnecté, c'est des bobos. Voilà, dans les grandes villes, il y a des bobos, et dans les petites villes, voilà. C'est la droite dure. Doucet, merci EHS. Grégory Doucet. Grégory Mamadou des Doucettes. Du coup, j'étais là. La répartition en état rouge et état bleu permet également aux conservateurs de se livrer à une belle manœuvre rhétorique favorite que nous baptiserons diffamation du latte. Donc, devant autant au café crème qu'au cappuccino, avec le chic que le premier pourrait avoir peu pour des touristes italiens et le second pour leurs homologues français, le latte s'oppose surtout au coffee, ou regular coffee, boisson de base de l'américain moyen, qui évoque invariablement au buveur européen le jus de chaussette. Voilà. Ils font des diffamations du latte, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les libéraux peuvent s'identifier à leurs goûts et à leurs habitudes de consommation, et que ces goûts et préférences reflètent l'arrogance et l'étrangeté fondamentale du libéralisme. Si un véritable débat sur la politique devrait commencer par se pencher sur les intérêts économiques que servent les différents partis, la diffamation du latte estime que ces intérêts n'apportent pas les éléments fondamentaux, les indices qui mènent sur le chemin de la vérité concernent le lieu où vivent les gens, ce qu'ils mangent, boivent et conduisent. Et en particulier, ce que les libéraux sont censés boire, manger et conduire. Les Volvo, le fromage d'importation et par-dessus tout le latte, le Vermont est la cible favorite de la diffamation du latte. Dans son best-seller Bobos in Paradise, le très conservateur journaliste politique du New York Times, David Brooks, se moque du Burlington Steez dans cet état comme du prototype même de la ville latte, où les revenus de type Beverly Hills se marient à une conscience sociale à la scandinave. Dans une publicité télévisuelle diffusée au début 2004 par le très conservateur Club for Growth, un ancien prétendant démocrate à la candidature pour la présidentielle et ancien gouverneur du Vermont, Howard Dean, est pris à partie par deux prétendus américains moyens qui lui conseillent de remporter son infernal Barnum gauchiste d'augmentation d'impôts et de dépenses publiques, de latte, de sushi, de Volvo, de New York Times, de piercing, de Hollywood, dans ce Vermont qui lui va si bien. Après, honnêtement, en France, c'est une diversité territoriale en matière d'infrastructure et de services publics. Je suis pas étonné que le concept de France périphérique soit repris. Mais c'est va de pair avec un certain anti-étatisme libéral. Ça parle aux gens, mine de rien. Mais exactement. Mais c'est pour ça, en fait, que ça marche même aux États-Unis. En fait, ils se basent là-dessus. C'est ce que je disais un peu avant. En fait, ils vont... les républicains américains, comme Bush, etc., vont arriver au pouvoir en se basant sur les intellectuels qui vous manipulent, regardez, ils se moquent de vous, ils sont méchants, regardez, la religion c'est bien, il faut être contre l'avortement parce que les bébés c'est sacré, blablabla, le fœtus c'est sacré. Ils vont arriver sur ces arguments-là. Ils vont se faire élire là-dessus, en disant il n'y a plus de pays, ma bonne dame, la tradition. Ils vont gagner là-dessus, ils vont arriver au pouvoir, une fois au pouvoir, ils vont juste ouvrir les vannes à fond pour le libéralisme économique, eux aussi, pour les grandes entreprises, pour les gros conglomérats, qui vont détruire toutes les infrastructures, détruire tous les services publics, détruire toutes leurs conditions de travail, les maltraiter, et ils vont revenir 4 ans après, pour les autres élections, en disant « Oui, regardez, c'est à cause de ces intellectuels de gauche, là, encore ces bobos, blablabla. » Ils vont ressortir la même chose, parce qu'en fait, ils n'ont rien fait pour traiter, par exemple, ils auraient pu passer des lois, c'est ce qui était marqué, c'est que, c'est Clinton, je crois, il aurait pu passer des lois contre l'avortement. Il aurait pu le faire. Il l'a pas fait, il a préféré faire des lois pour les entreprises. Parce qu'en fait, ils s'en foutent, eux. C'est comme Pécresse. Elle s'en fout de ces choses-là, en fait. Elle va dire, je vais lutter contre le wokisme, je vais lutter contre machin, contre ça. Je suis contre l'avortement. Ils pourraient dire des trucs comme ça. Ils arriveront au pouvoir. Ils s'en foutent. Ils passeront aucune loi dessus. Ça ne les intéresse pas. Une fois au pouvoir, ils vont tout donner aux grandes entreprises. Ils vont détruire encore plus le système social. Ils vont encore précariser plus les conditions de travail. Et ils vont revenir
4 ans après, en ressortant le même argument que 4 ans avant. Oui, il faut ces bobos gauchos qui veulent l'avortement, blablabla. Vu qu'ils n'ont rien fait contre, ils vont reprendre l'argument puisque ça existe toujours. Ils ont juste à dire que c'est la faute des gauchistes qui les en empêchent. Hop, même s'ils n'ont rien fait, ils n'ont fait aucun effort pour. Juste comme ça, en fait, leur argument est toujours le même. Il est recyclé, ça marche à chaque fois. Et les gens, en fait, sont de plus en plus précarisés. Ils sont de plus en plus loin des services publics, etc. Mais c'est pas là-dessus, en fait, qu'ils vont se dire bah, c'est pas bien, en fait, remettez-nous des services publics. Ça se voit très bien dans notre campagne actuelle. Ce qui importe aux gens, c'est qu'il n'y ait plus de services publics, etc. On leur dit quoi? On leur dit non, regardez, c'est les Noirs et les Arabes qui vous volent vos services publics, ils vous volent votre travail, c'est leur faute à eux. Et puis, regardez, quand même, il y en a trop. Plutôt que de dire oui, moi je vais remettre des services publics, eux ils disent non, je vais les retirer encore plus, mais si vous en avez plus, c'est la faute à eux. Et le truc, c'est que ça marche. Et voilà. C'est que ça marche. C'est ça qui est terrible. Et donc là, ouais, on voit les arguments du vous buvez du latte, vous mangez des sushis et vous conduisez des Volvo. Zemmour utilise cet argument, hein, sans aucun problème. Il pourrait dire, regardez, dans les... ils veulent que vous mettiez des vélos électriques partout dans les rues des villes, alors que eux ils roulent en voiture. Lui aussi, mais tu s'en fous. Regardez, ils sont riches, ils gagnent plein d'argent. Ça, il y en a qui s'amusent à taper sur Mélenchon, sur Hidalgo, des trucs comme ça, sur leurs revenus. Mais regardez Pécresse, regardez... voilà. Les élites mondialisées à la De Villiers, c'est totalement ça. C'est totalement ça, c'est les élites mondialisées. De Villiers, c'est exactement ça. Hein. Vous prenez De Villiers, c'est exactement ce discours. Parce que lui, il a recompé très certainement aux Américains aussi, parce que ça marchait. Mais le truc, c'est que dans les années 80, en France, quand la gauche est passée avec Mitterrand, il y a eu un peu de ça aussi. Certes, ils sont devenus un peu plus méprisants, les élus de gauche, les élites de gauche, après 68, beaucoup d'élites soi-disant de gauche, Cohn-Bendit par exemple. Cohn-Bendit était soi-disant de gauche, il a pris des bons postes, il est devenu très méprisant, il est maintenant très détestable. Et voilà, quand on vous brandit Cohn-Bendit comme une figure de gauchisme, au secours en fait. Nous, on voit bien que non, c'est pas bien. Mais en fait, la plupart des gens, ils disent bah oui, il était de gauche il y a très longtemps, et il est peut-être toujours. Et ça marche. Et donc, l'opposition État rouge, État bleu, apparut aux yeux de bien des journalistes comme une confirmation de ce stéréotype familier qui ne tarda pas à être un des éléments du répertoire sociologique des médias. Les deux Amériques ont servi, dès lors, d'explication universelle à tous les particularismes locaux. Ainsi, le Minnesota bleu n'est-il séparé du Minnesota rouge que par une ruelle. Mais Dieu, que ces Minnesota sont différents. Elles fournissent un outil fort utile pour contextualiser les petites histoires que l'on peut lire dans les journaux. Les Américains rouges, contrairement aux bleus, aiment les shows de Las Vegas, ou pour fabriquer des grandes histoires. John Walker Lind, cet Américain qui combattait aux côtés des talibans, était originaire de Californie, et incarnait donc parfaitement les valeurs des États bleus. Cette opposition justifie également un nombre incalculable d'articles de style USA Today sur la véritable identité des Américains, c'est-à-dire essentiellement des enquêtes sur des sujets aussi brûlants que ceux qui coûtent, regardent ou achètent les Américains. Voilà, là on va retrouver très clairement les bons thèmes qu'on a encore aujourd'hui. Hein. Regardez, ils mangent ça, ils pensent ça, etc. C'est des islamo-gauchistes, en gros. Là, le coup avec le mec qui allait se battre contre les talibans, c'est un peu ça. Qui allait se battre avec les talibans, c'est un peu ça. C'est regardez, il était dans une ville de gauche. Ils sont tous comme ça. Ils vont tous aller soutenir les terroristes. C'est très clairement ce que nous fait l'extrême droite en ce moment. Hein. Évidemment, ces récits supposent que l'Amérique rouge est un endroit mystérieux dont la philosophie et les valeurs sont par essence étrangères aux maîtres de la société.
comme l'autre Amérique des années 60 ou celle des oubliés des années 30. Son immense étendue est tragiquement ignorée de la classe dominante, celle qui écrit les sitcoms, les scénarios et les articles des magazines sur un papier glacé et qui, selon le commentateur très conservateur Michael Baron, ne peut tout simplement pas s'imaginer vivre dans des endroits pareils. Ce qui est particulièrement injuste de sa part, voire prétentieux, puisque l'Amérique rouge est bel et bien la vraie Amérique, une région du pays où résident, comme on a pu le lire dans le National Post canadien, les valeurs originelles qui se trouvent au fondement même de l'Amérique. Voilà. Donc nous on va voir un... la vraie France des campagnes, les vraies valeurs de la vraie France des campagnes, c'est la viande. La viande, le saucisson, le vin. Voilà. Donc ça, c'est de la rhétorique de droite très dure, de droite d'extrême droite. C'est aussi la rhétorique du PCF. Bonjour. Bonjour Fabien Roussel. Voilà. Donc c'est la France des valeurs. Les vraies valeurs de la France. Et donc, on imagine en fait des valeurs à la France. Tout le monde a bien compris que ces valeurs n'existaient pas, par exemple. En fait, on va imaginer des valeurs au territoire populaire, à la campagne. Et du coup, les campagnes, vu qu'ils ne sont pas mondialisés comme dans les grandes villes, c'est eux qui ont les vraies valeurs. C'est eux qui savent ce qui est vrai. Voilà. Vous pouvez avoir Pécresse qui va vous dire ça sans aucun problème, hein. Sauf que, en fait, ces gens-là, ils vivent que dans des grandes villes. Ils sont très bien mondialisés, il n'y a aucun problème. Mais ils connaissent la France des vraies valeurs, soi-disant. Donc voilà. Comme si les valeurs de la ville étaient différentes de celles de la campagne. Bon, c'est plus trop le cas. Comme nombre d'intellectuels qui saluaient les vertus des États rouges, intellectuels conservateurs soutenant George W. Bush, rappelons-le, vivaient en fait physiquement dans des États bleus qui votaient pour Gore. Les règles de ce jeu, parfaitement idiots, les autorisaient à présenter la diffamation du laté dans le langage châtié de la confession intime. David Brooks, qui a fait depuis carrière en propageant le stéréotype du libéral, a choisi les pages du magazine The Atlantic pour reconnaître, au nom de tous ceux qui vivent dans une zone bleue, qu'ils sont tous snobs, aristos, faiblards, stupides et incroyablement étrangers à la vie authentique des gens. Nous qui vivons dans les régions côtières des villes bleues, nous lisons plus de livres et nous allons plus souvent au théâtre que ceux qui vivent au fin fond du pays. Nous sommes à la fois plus sophistiqués et plus cosmopolites. Parlez-nous de nos voyages scolaires en Chine et en Provence, ou, par exemple, de notre intérêt pour le bouddhisme. Mais par pitié, ne nous demandez pas à quoi ressemble la vie dans l'Amérique rouge. Nous n'en savons rien, nous ne savons pas qui sont Tim LaHaye et Jerry B. Jenkins. Nous ne savons pas ce que peut dire James Dobson dans son émission de radio écoutée par des millions d'auditeurs. Nous ne savons rien de Reba et Travis. Nous sommes très peu nombreux à savoir ce qui se passe à Branson dans le Missouri, même si cette ville reçoit quelques 7 millions de touristes par an. Pas plus que nous ne pouvons nous nommer ne serait-ce que 5 pilotes de stock-car. Nous ne savons pas tirer au fusil ni même en nettoyer un, ni reconnaître le grade d'un officier rien qu'à son insigne. Quant à savoir à quoi ressemble une graine de soja poussée dans un champ, oui, c'est le courant de la droite des territoires détériorés, qui est effectivement assez artificiel. Il n'y a pas de théâtre à fin fond du pays. Voilà. Et regardez, eux, les bobos là des villes, ils vont au théâtre, ils boivent du laté, etc. Alors que dans le vrai fin fond des campagnes, hein, on va pas au théâtre, hein. On travaille dur la terre, on mange des cailloux. Sauf que ces gens-là qui disent ça, eux, qui vont au théâtre, ils boivent du laté, ils vivent dans des villes qui votent à gauche, mais ils défendent les campagnes où ils ne foutent jamais les pieds. Donc, pour revenir sur les noms qu'il a évoqués, Tim LaHaye et Jerry B. Jenkins, co-auteurs de la série de fiction apolitique à succès Left Behind, parmi les livres les plus vendus dans le monde. Apocalyptique, pardon, pas apolitique. La série de fiction apocalyptique à succès Left Behind. Timothy F. LaHaye est aussi considéré comme un des plus influents chrétiens évangélistes conservateurs du dernier quart de siècle.
James Dobson, c'est un chrétien évangéliste qui fonde en 1997 Focus on the Family. Cette ONG est devenue un puissant groupe politique avec pour objet la défense des familles et des valeurs familiales dans le monde entier. Valeurs s'incarnant dans la lutte contre les homosexuels, l'IVG et le sexe avant le mariage. Focus on the Family produit une émission de radio quotidienne du même nom enregistrée dans plusieurs langues et largement reprise sur des chaînes de télévision aux États-Unis et par de nombreuses radios dans le monde entier. Rebecca McEntire et Travis Tritt sont des stars de la country. Bronson est considéré, quant à lui, comme la capitale mondiale, la capitale mondiale du théâtre musical. Ces nombreux théâtres offrent en majorité des représentations avec de la musique country et des thèmes orientés vers la famille. En plus, c'est pas bon le latte dans leur café américain dégueu là. Moi, les lattes sont sous mon stomier. Bravo. Donc voilà. Donc là, en fait, ils sortaient une tirade pour dire oui, bien sûr, nous, on est des bobos de ville, on ne connaît pas en fait tous ces gros fachos de campagne. On sait très bien qui c'est, il n'y a pas de problème, mais on va faire. Vous nous faites croire qu'on ne les connaît pas. C'est comme nous, on nous dirait ah non, mais vous êtes des bobos de ville, vous connaissez pas. Je sais pas, qu'est-ce qui pourrait marcher génération identitaire. Vous connaissez pas Génération Identitaire, la bande de bobos de quartier, là? Eux, ils parlent des vraies choses. Ouais. Non, si, on connaît très bien. C'est bien le problème. C'est qu'on connaît trop bien. Donc voilà, oui, on peut connaître tout ce qui vient, le peu de choses qui vient des campagnes, quand ça existe. C'est pas parce qu'on habite dans les villes. Pas le meilleur exemple. Oui, désolé, j'ai pas mieux. Je suis pas sûr qu'on ait des grosses associations ultra-réac qui viennent des campagnes. Ils viennent évidemment tous des villes. Oui, non mais il n'est absolument pas en campagne, je suis d'accord. Mais je sais pas, est-ce que vous connaissez un acteur de droite qui vient de la campagne, par exemple? Moi, j'ai pas d'exemple. C'est le problème avec la France, c'est que c'est pas pareil. C'est moins grand, donc... C'est tellement centralisé sur Paris aussi que ben, tout passe par Paris. Donc j'ai pas mieux, désolé. En gros, ça serait soi-disant des gens... Donc ça sera les gens, les chefs de parti de droite, qui vont dire « Regardez, il y a des gens qui viennent des campagnes que vous connaissez pas, alors qu'ils sont vachement importants, sauf qu'en fait, tout le monde les connaît. » Tout ce qui existe juridiquement ici de centralisation est dans ville, tout à fait. Aux États-Unis, vu qu'il y a quand même des villes, mais des villes moins importantes, voilà. Il y a du vivier dans la campagne, tout à fait. Je sais pas, on pourrait nous dire, vous connaissez pas Jean Lassalle, par exemple. Vous connaissez pas, voilà, quelqu'un, un réac de campagne, genre un acteur ou un truc comme ça, qui vient de la campagne tout le temps. En France, c'est quand même vachement moins applicable comme concept, même si on voit bien ce que ça pourrait être. Voilà, Darmanin. Voilà, ça serait un Darmanin qui dit « Regardez, vous connaissez pas tel groupe de musique qui vient de Tourcoing, qui joue que des trucs ultra réac, mais qui serait très connu. Qui dit « Voilà, vous connaissez pas ce qui vient de chez moi, alors que c'est connu partout, mais voilà. » Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est un mec qui est de ville, et qui va dire « Regardez, vous ne connaissez pas ce truc-là qui vient de ma campagne à moi, qui est en fait ultra connu, et qui dit voilà, vous êtes complètement déconnecté de la vraie vie des gens. » C'est ça en fait le concept. Ça s'applique un peu moins en France, certes. Mais ça serait un peu ça quoi, c'est... Ou regardez ce qu'on a fait dans ma ville, c'est vachement bien, c'est ultra réac, c'est vachement bien. Vous vous intéressez pas à ça, hein. Donc en fait ils vont présumer de l'ignorance des élites parce qu'elles sont déconnectées. Sauf que en fait, ils sont conscients de ce qui se passe. Bref. C'est pas ultra applicable à la France, donc on va pas s'étendre non plus dessus. L'un des outils rhétoriques les plus fréquents chez les commentateurs conservateurs est d'adopter avec cynisme le point de vue du libéral tant haï. Ah ça on connaît, hein. Ainsi, en 2002, Peggy Noonan
prétendait-elle parler au nom de l'âme du défunt démocrate du Minnesota Paul Wellstone pour se moquer de ce qui restait des partisans de celui-ci. Donc, membre du Democratic Farmer Labor Party, au sénateur du Minnesota, Paul Wellstone fut une figure emblématique de l'aile gauche du Parti démocrate de 91 à sa mort dans un accident d'avion en 2002. Il s'est vigoureusement opposé à la guerre contre l'Irak en 91 et en 2002, votant à chaque fois contre l'utilisation de la force. Donc voilà, ils vont caricaturer les gens de gauche. Dans le cadre de Brooks, cette méthode s'est avérée trop alambiquée pour ses lecteurs. Dans tout le pays, les conservateurs ayant apparemment cru que Brooks pensait réellement que les bleus étaient plus sophistiqués et plus cosmopolites que les rouges, se sont rués sur leur clavier pour s'en plaindre. Voilà. Ils sont tellement cons qu'ils ont même pas compris l'ironie de la débile. Et voilà. L'autre, elle veut faire... regardez, j'imite un gauchiste pour me moquer. Les mecs sont tellement cons qu'ils l'ont pris pour une gauchiste. Blake Hurst, un fermier du Missouri, prit même la peine de rédiger un article de 3000 mots pour The American Enterprise, dans lequel il critiquait la prétention de ce bleu de Brooks et prenait bizarrement de nombreux passages du texte de celui-ci, pourtant franchement favorables aux rouges, pour des concessions faites par un ennemi acharné. Hearst surenchérissait sur ces passages du genre « C'est vrai, nous sommes effectivement plus humbles que vous », faisant ainsi de son article un miroir de celui de Brooks. En temps normal, un magazine qui publierait un texte capable de la détecter serait pour le moins piteux. Mais l'article de Hearst fut très bien reçu par les gens de droite qui louèrent l'auteur sur internet. Ils considéraient cet article comme un coup porté à Brooks qui fut désormais considéré, malgré des années et des années passées au service de publications conservatrices, comme une figure démoniaque du libéralisme élitiste. Le texte de Hearst fut republié sur le Wall Street Journal Online et par de nombreuses publications professionnelles agricoles, confirmant ainsi l'un des stéréotypes que Brooks et lui avaient pourtant voulu démolir, les Américains moyens sont des crétins. Voilà. Parmi le grand nombre de ceux qui n'ont pas compris l'usage que faisait Brooks de la seconde personne du pluriel, la réaction la plus cocasse fut celle de Phil Brennan, un conservateur de la vieille école qui accusa Brooks sur le site internet de droite newsmax.com de faire preuve d'un élitisme insupportable dans le regard qu'il porte sur une Amérique que ni lui, ni ses amis snobs n'essayent seulement de comprendre. Brennan allait jusqu'à voir dans l'article de Brooks la confirmation d'une théorie assez curieuse du déclin du journalisme au bon vieux temps, nous dit-il. Les journalistes étaient des êtres virils totalement engagés dans des activités hétérosexuelles et qui avaient pleinement conscience de ce qu'ils étaient et de quelle était leur place. Leurs articles reflétaient d'ailleurs cet état de fait. Et c'est cette conscience de leur fonction qui expliquait qu'il n'y avait pas un seul élitiste chez eux. Donc voilà, le vrai journaliste est hétéro et bouffe des cailloux, comme ça il est très proche de la campagne. Le vrai journaliste, voilà. Le vrai journaliste mangeait du jambon, du fromage, des choses très concrètes. Ah non, pas du fromage, pas chez eux, pardon. Bien sûr, on serait tenté de rejeter les grandes généralisations de Brooks en soulignant les points sur lesquels il se trompe, en précisant par exemple que les 3 plus gros producteurs de soja, Illinois, Iowa et Minnesota, sont en fait des États bleus, ou en dressant la liste des bases militaires situées sur les côtes, ou simplement en faisant remarquer que lorsqu'il a fallu construire une piste de stock car au Kansas, le comté Q, cet insigneur, fut l'un des 2 seuls de l'État à avoir voté pour Al Gore. Je pourrais aussi bien ajouter que le revenu moyen par tête dans ce même comté bleu isolé est de 16 000 $, ce qui le place bien en dessous de la moyenne du Kansas et des États-Unis en général, et bien en dessous du nécessaire pour s'offrir le luxe de se donner de quelques concerts élitistes ou cosmopolites. Je parle ici du comté de Wyandotte, où se trouve Kansas City au Kansas. Ce comté a voté pour Gore à 67% contre 29% à Bush.
Wyandotte produit parmi les meilleurs barbecues d'Amérique, mais traitez un des habitants de bobo ou d'élitistes et vous risquez de prendre une bonne baffe. La connexion entre les républicains et le stock car étant si présente dans les fameux fantasmes populistes, il n'est pas inutile de souligner que tous les conservateurs républicains ne sont pas unanimes dans leur soutien à ce sport. Les conservateurs populistes du Kansas se sont même vigoureusement opposés à la construction d'un circuit de stock car au Kansas, sous prétexte qu'il constituait un exemple de subventionnement public d'entreprise, ce qui pourrait bien être exact. John Altevog, un éditorialiste de presse qui fut un temps le président du Parti républicain dans le comté du Wyandotte, a même écrit que lui et ses voisins ne considéraient pas le stock car comme une activité de bon voisinage, et même qu'ils le considéraient comme un peu plus qu'une nuisance, voire une gigantesque catastrophe. On perdrait son temps à adresser le catalogue des contradictions tautologiques et erreurs colossales qui parsèment ce genre de délire médiatique. Les moyens utilisés sont ni plus ni moins ceux de la propagande et certainement pas ceux des données chiffrées et précises de la science sociale. Pourtant, comme toute propagande efficace, il y a quelque chose de vrai dans ce scénario. Nous savons tous qu'il existe effectivement de nombreux aspects de la vie américaine qui n'apparaissent jamais sur le radar de l'industrie culturelle. Que de vastes régions de ce pays sont effectivement passées d'un état d'esprit libéral, voire radical, à un conservatisme résolu, et qu'il existe effectivement un petit segment de la classe moyenne aisée cosmopolite qui s'estime éclairé, aime le latte et a voté Al Gore. Mais les théoriciens des donations ne semblent guère s'intéresser à l'examen systématique du mystérieux renversement de la politique américaine. Le seul objectif est de renforcer les stéréotypes par tous les moyens possibles, désigner les démocrates comme le parti d'une élite riche, dorlotée par la vie et arrogante, qui vit aussi éloignée que possible des vrais Américains, et représenter l'esprit républicain comme la religion des petites gens qui triment et vivent au cœur du pays, véritable expression de leur mode de vie sans prétention et typiquement américain, comme peuvent l'être la musique country et le stock car. Ils sont très largement atteints leurs objectifs. En 2003, la prétention des conservateurs à dominer le Midwest était si largement admise que Fox News lançait un débat télévisé fondé sur la guerre culturelle tout bonnement intitulé Heartland, le cœur du pays. Ils sont chiants les gauchistes à vouloir des latés et des sciences fondées sur des calculs là. Alors il y a un gros encadré justement pour parler des contradictions tautologiques et erreurs colossales. Donc on va s'en délecter. Contradiction, tautologie et erreurs colossales. Prenons le dilemme du motoneige. Un peu comme dans ces livres du type « Vous risquez de passer pour un plouc si ». David Brooks souligne, dans son article paru dans The Atlantic, que l'on peut caractériser le fossé entre bleu et rouge en observant si un individu se livre à des activités extérieures motorisées. La bonne vieille méthode américaine. Ou non motorisée, à la manière prétentieuse des bleus. Nous les bleus aimons le ski hors piste et eux le motoneige. Pourtant, toujours sur le fossé bleu-rouge, on peut lire dans Newsweek un article dans lequel un vénérable personnage de l'Amérique rouge vitupère contre ceux qui conduisaient des motoneiges pour la raison exactement inverse. Le motoneige symboliserait le mépris de la grande ville à l'égard des valeurs des petites villes du pays de Bush. Je rappelle, rouge c'est les républicains, donc la droite, bleu c'est les démocrates, donc la gauche. C'est inversé chez eux, oui. Comment les audacieux sociologues de la politique pourraient-ils résoudre ce délicat paradoxe du motoneige? Peut-être bien caractériser l'usage du motoneige, populisme ou élitisme, conservatisme ou libéralisme, arrogance ou humilité. La réponse ne tient peut-être pas à un verdict dans un verdict manichéen. Pour ou contre le motoneige, mais dans une analyse plus subtile du signifiant motoneige. Une analyse qui prendrait en compte le conflit qui couve depuis longtemps entre les différentes marques de motoneige. Un conflit d'une importance cruciale dans certaines contrées du Haut Midwest, et qui importe bien plus que les controverses autour du stock car, mais avec laquelle ce bleu
ce bleu de Brooks est peu familiarisé tant il est indécrotablement sophistiqué. Bref, Polaris est une marque de motoneige clairement républicaine, à la fois humble et martiale de par son beau dégradé de couleur rouge, blanc et bleu. En face, les démocrates se déplacent fièrement dans des Arctic Cats. Dans les Arctic Cats, une marque de motoneige qui a pris pour couleur la tapageuse et quelque peu tiers-mondiste combinaison de vert et pourpre et de noir. Dans sa sélection de Nous ne savons pas, Brooks nous balance quelques noms issus du monde politique conservateur, comme s'ils étaient des héros populaires incontestés du pays profond, des fans de stars de la country et des rédacteurs de presse populaire. Cependant, la véritable raison pour laquelle les libéraux ne connaissent pas bien James Dobson ou Tim LaHaye n'est pas qu'ils sont déconnectés de l'Amérique, mais bien que ces individus sont des idéologues d'extrême droite. Les éditeurs des émissions de radio de Dobson et les lecteurs des romans de LaHaye, si imprégnés de théories du complot, sont en général des conservateurs d'accord avec eux et ayant voté pour Bush en 2000. Dans le texte publié par Atlantic, Brooks affirme que toutes les zones aisées du pays ont voté pour Gore en 2000. Si le stéréotype des démocrates fortunés est intéressant et mérite que l'on s'y attarde en tant que condamnation générale des riches, ou par extension de l'Amérique des entreprises, ce système qui les a rendus si riches, il est loin d'être pertinent. De fait, Bush était le candidat de l'Amérique entrepreneuriale. Selon le Center for Responsive Politics, Bush a été davantage soutenu financièrement que Gore par les entreprises des 10 secteurs industriels. Le seul secteur où Gore l'emportait en ce domaine était celui des syndicats. Bush a reçu tellement d'argent de certains donateurs fortunés, plus qu'aucun autre candidat dans l'histoire des élections, et il devait d'ailleurs faire encore mieux en 2003, qu'il a créé pour eux une organisation spécifique baptisée les Pionniers. Bonjour le coin du masque. La démonstration de Brooks n'est pas plus pertinente sur certaines zones aisées du pays. N'est pas plus pertinente sur certains points, de moindre importance, lorsqu'il prétend que toutes les zones aisées du pays ont voté pour Gore. Ici, c'était l'exemple de la rive nord de Chicago. Pourtant, Lake Forest, le quartier le plus riche de la rive nord, a voté républicain, comme il l'a toujours fait, à plus de 70%. Selon les résultats officiels des élections du Lake Country dans l'Illinois, Winnetka et Kenilworth, les autres quartiers de la rive gauche, célèbres pour leur aisance, ont voté pour Bush respectivement à 59% et 64%, selon les résultats officiels du Cook Country, Illinois. On connaît des dizaines d'autres zones aisées où Bush l'a emporté facilement, pour n'en nommer que quelques-unes. Les comtés de Morris, Somerset et Underton dans le New Jersey, le comté de Fairfax en Virginie, Cobb en Géorgie, banlieue d'Atlanta, DuPage dans l'Illinois, encore dans la banlieue de Chicago, Chester en Pennsylvanie, banlieue de Philadelphie, Orange en Californie, véritable symbole de la banlieue aisée, ou bien encore, pour s'en tenir au contexte de ce livre, on trouve également Mission Hills au Kansas, de loin la plus aisée des banlieues de cet état, qui a voté Bush à 71% contre 25% à Gore. Le comté de Johnson, le plus riche du Kansas, a également offert une victoire écrasante à Bush en votant pour lui à 60% contre 36% à Gore, selon le résultat officiel des élections pour le Kansas. Oui, qu'y a-t-il? Quel message? Alors, maintenant qu'on a lu ce... Voilà. T'as encore de gauche aujourd'hui. Ouf. Donc voilà, les contradictions classiques des gens de droite. Ils vont dire que la gauche, c'est que les gros riches dans les grandes villes. Puis tu regardes les élections, oui, les villes, elles votent à gauche, les grandes villes votent à gauche, peut-être. Tu regardes par quartier, les quartiers les plus riches votent à droite. On peut le faire à Paris, je suis sûr. C'est de gauche d'obédience ultralibérale conservateur. Bonjour Tobira. Pardon.
C'était facile, mais pardon. Donc, ouais, PS quoi. Exactement. Valse. Donc ouais, on a après les classiques gens qui vont dire que la gauche, enfin voilà, ils vont faire des débats en fait stériles. On pourrait imaginer un débat sur la pétanque, à dire que la pétanque c'est un vrai sport de gens qui sont de la vraie France. Et là t'imagines un groupe de pétanque qui se font dans un quartier. Et alors là, ça serait horrible parce qu'ils diraient que la pétanque ça fait du bruit, c'est mal, c'est pas bien, c'est pas la vraie France. Alors que tous les autres élus dans les campagnes diraient que c'est la vraie France. Ouais, ils sont, en fait, ça ne les dérangerait pas d'être complètement à côté comme ça. Aïe, aïe. Arrêtez de vous battre les enfants. Donc, mais quelles sont les caractéristiques de ces braves gens qui peuplent l'Amérique rouge? Plongés dans la littérature sur le concept des deux nations, c'est un peu comme regarder les petits films en une bobine de Frank Capra, expliquant les principes d'un code scout turbo-compressé. Le citoyen des États rouges est humble. Et de fait, l'humilité est selon un mythe médiatique et dominant la qualité première de l'Amérique rouge, comme elle a été l'un des thèmes centraux de la campagne présidentielle de George W. Bush. David Brooks nous apprend que l'ego de l'Amérique rouge n'est pas surdimensionné et que les gens nous disent de millions de façons différentes « Je suis normal ». Pour illustrer cette modestie, Brooks évoque les vêtements simples que portent les habitants d'un comté de Pennsylvanie ayant voté pour Bush, et en particulier les marques peu sophistiquées que l'on pourrait apercevoir sur leurs casquettes. Ces casquettes indiquent clairement que ces braves gens de l'Amérique rouge entretiennent des relations saines et de confiance avec Walmart et McDonald's, et qu'ils sont donc par là même humbles. Ancien rédacteur des discours de Bush l'Ancien, John Podortez voit cette même noble simplicité derrière toutes les casquettes. Le bastion rouge de Bush est un endroit plus simple, conclut-il après avoir observé des joueurs à Las Vegas. C'est un pays où les gens pleurent la mort de Dale Earnhardt, le pilote de stock car, encouragent vigoureusement leurs équipes, vont à l'église et trouvent du confort dans des bonnes vieilles vérités ancestrales. Voilà. Donc, la vraie France, ils pleurent la mort de Johnny, ils jouent aux boules, et ils vont regarder les matchs de foot. Et puis ils s'habillent très simplement, hein, et ils achètent pas du Gucci, du Vuitton, hein. Ils mettent des casquettes. Bon, là ça marche pas pour la France. Ils mettent des bérets. Ils prennent leur pain sous le bras, et puis ils s'habillent simplement avec des pulls en laine. Ça, c'est la vraie France. Ils mettent pas des t-shirts 100% coton, là, bio, n'importe quoi. Bah, bizarrement, aucune personne de banlieue pour l'enterrement de Johnny. Ah, c'est pas la vraie France, hein. C'est pas la vraie France, HS. Qu'est-ce que tu crois? Ils écoutent du rail, ces gens-là. Voilà, donc pour essayer de faire un parallèle avec la France, ça serait ce genre de discours qu'on pourrait trouver quand les rouges eux-mêmes passent à l'action et commencent par dresser la liste de leurs qualités, les choses tournent rapidement assez mal. À quel point est-on véritablement humble lorsqu'on rédige un essai de 3000 mots en prétendant que toutes les vertus de la démocratie sont à vos côtés pendant que vous tapez sur votre ordinateur? Cette question devient quasiment aveuglante dans le virulent pamphlet rouge rédigé par le fermier du Missouri, Blackhurst, où il proclame à la face du monde que lui et ses amis électeurs de Bush sont humbles, humbles si humbles. Pas de nom sous chien. Voilà. Au secours. Certes, la plupart des Américains des États rouges ne savent pas déconstruire la littérature postmoderne. Pardon, j'ai fait un tweet. Voilà.
Certes, la plupart des Américains des États rouges ne savent pas déconstruire la littérature postmoderne donner des ordres appropriés à la nounou, reconnaître un cabernet aux effluves de réglisse ou commander sur le catalogue Abercrombie and Fitch. Mais nous savons élever nos petits-enfants, poser l'électricité chez nous, faire de nos mains de jolis objets, parler tranquillement et sans complexe de Dieu, réparer un petit appareil, reconnaître un bon érable à sucre, raconter l'histoire de nos villes et les espérances de nos voisins. Nous servir sans crainte d'un fusil ou d'une tronçonneuse, estimer le poids maximal que peut supporter un toit et faire pousser nos asperges. Et ainsi de suite. Coucou Kenab. Salut Kéké, Kikéouette. Oh j'ai peur, HS. Oh j'ai peur quand tu mets des liens. Le petit Voilà. Allez, c'est parti. Un petit coup de finki. peuple, les petits blancs, est descendu dans la rue pour dire adieu à Johnny. Il était nombreux et il était seul. Les Vous voulez non-sous-chiens, dire que les banlieues n'étaient pas de Charlie. les N'étaient pas non-sous-chiens, de Johnny, pardon. les non-sous-chiens brillaient par leur absence. Qui me parle? Ça a bugué. Tout de suite, là? Ah bah Ça a commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Voilà, ça c'est Finkielkraut. Du bon Finkielkraut. Au secours. Alors. Pour Brooks, l'ego est généralement plus développé du côté bleu, du grand fossé des vertus. Ce genre d'Américain se reconnaît facilement à sa frime permanente. Il se trouve si foutrement intelligent, selon Podortez, nous qui vivons dans les États bleus, ne pouvons pas vivre sans cynisme. Ce par quoi il entend qu'il nous faut nous moquer de tout ce qui croise notre chemin, parce que nous pensons follement qu'une certaine confusion morale et idéologique prouve que l'on n'est pas dupe. Brooks qui a déjà attribué le déclin du Parti démocrate à son snobisme. Dans le New York Times du 21 octobre 2003, Brooks écrit que de tous les aspirants à la candidature démocrate au présidentiel, John Edwards est celui qui offre l'argument le plus persuasif du déclin démocrate. Le défaut majeur des démocrates au cours des dernières décennies fut le snobisme. Dès que j'ai l'iPad, je fais une cover dégueulasse d'info comics. Au secours. Donc, blablabla. Brooks, qui a déjà attribué le déclin de son parti démocrate autonomiste, se moque des bleus qui mangent dans les grands restaurants et font leurs courses dans les petites boutiques prétentieuses au lieu d'aller chez Walmart, le commerce de la véritable Amérique. Il a même déniché un sondage selon lequel 43% des libéraux confessent qu'ils aiment frimer. Sondage qu'il conforte ensuite avec un autre où 64% des libéraux se qualifient d'intellectuels. Ce qui, pour lui, revient quasiment à se qualifier de communistes prosélytes. Donc voilà, les vrais gens de la vraie vie, eux, ils vont à Carrefour, ils vont chez Casto, hein, et ils vont pas dans la petite boutique, à Metz, là, la petite boutique qui remonte la pente, là, après la petite boulangerie, pour acheter des petits jouets en bois, hein, le coin du masque. Ils vont pas là, les vrais gens. Ils vont pas acheter des jouets en bois à 90 balles. Salut, pain. Je les déteste. Voilà. Ce que sont d'ailleurs, en effet, les libéraux, si l'on en croit ce journaliste canadien, comme on peut clairement le constater à la seule lecture de notre fameuse carte électorale. Pendant que les humbles rouges s'occupaient de leurs affaires année après année, les intellectuels ayant fait leurs études en Europe, ils gobaient l'enseignement pernicieux de Karl Marx avant de revenir régner sur nos universités, où ils ont rejeté les valeurs de l'Amérique et endoctriné des générations d'étudiants avec leurs idées collectivistes. Ainsi, les libéraux se sont ralliés à Al Gore parce qu'ils pouvaient ainsi servir la cause du collectivisme. De son côté, Podortez prétend que les libéraux ont voté Gore parce qu'ils étaient trop classe. Mehdi Samchet du Bourg-Palette. Aïe aïe aïe. Donc, moi je ne comprends plus rien parce qu'en fait,
aux États-Unis, ils disent que les libéraux, ils viennent en Europe apprendre les idées de Marx et puis revenir chez eux pour le collectivisme. Alors que nous, en France, on va récupérer les idées des États-Unis pour apprendre le décolonialisme. Je comprends pas, je suis perdu. Qui a raison, qui a tort? Quelle droite a raison? Peut-être ont-elles tout tort? En outre, le citoyen des États rouges et pieux, comme on n'a pas cessé de nous le rappeler après les élections, les habitants des États rouges ont une bien meilleure relation avec Dieu que les autres. Ils vont régulièrement à l'église. Ils font, selon la formule de Michael Barron, pratiquants, respectueux des traditions et de la moralité. En revanche, les libéraux des deux côtes sont irrespectueux, libertaires et relativistes. Rassurez-vous, les citoyens des États rouges sont courtois, doux et accueillants. Ils sont croyants et ils n'essayent pas pour autant de vous convaincre par la force. Les gens de David Brooks a... Intolérable, où il n'y a pas de tolérance. Tout à fait. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal. On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. Enculé de ta race. Merci pas. Et tu as tout à fait raison, HS. Je pense que c'est la gauche qui se trompe tout le temps. Je pense aussi. La droite a sûrement raison, hein. Malgré toute cette contradiction, elle a sûrement raison. Donc, les citoyens des États rouges sont courtois, doux et accueillants. Ils sont croyants. Ils n'essayent pas pour autant de vous convaincre par la force. Les gens de David Brooks a rencontré dans ce comté de Pennsylvanie, ayant refusé de parler de l'avortement avec lui, il en a conclu... Oui, toujours. Il en a conclu que l'Amérique rouge n'accorde guère d'importance aux questions sujettes à controverse. Même les pasteurs qu'il y a rencontrés prennent bien garde de respecter le point de vue d'autrui. Ces braves gens n'aiment pas les disputes publiques. Ce sont des croyants tranquilles qui ne cherchent pas à vous entraîner dans une guerre culturelle. N'ayez pas peur. Oui, elle est très longue. Elle est très longue. Mais elle est juste. Le citoyen des États rouges est loyal. Nous sommes là dans cette partie du pays qui remplit les rangs de nos armées et qui défend le drapeau contre les intrus. L'histoire nous dit que tandis que les je sais tout europhiles des territoires bleus n'ont pas attendu longtemps après le 11 septembre pour accuser l'Amérique d'être responsable de la tragédie, les fidèles rouges n'ont pas hésité à se porter volontaire une fois de plus pour servir leur pays. Pour Blake Hearst, du Missouri, cette relation très spéciale avec la chose militaire est à la fois un motif de fierté. L'Amérique rouge n'est jamais plus rouge que sur nos plus sanglants champs de bataille. Et de plainte, l'habituelle récrimination du genre de celle qu'on trouve dans Rambo, où les trouillards des deux côtes poignardent dans le dos le brave rejeton du pays rouge durant la guerre du Vietnam. Mais par-dessus tout, le citoyen des États rouges est un travailleur modeste, alors que le bleu est toujours un brasseur de papier prétentieux. L'idée selon laquelle les États-Unis forment des nations caractéristiques par leur rang social est née initialement au sein du mouvement ouvrier et de la gauche historique. Les radicaux agrariens des années 1990 utilisaient cette image des deux nations pour rétablir une distinction entre les producteurs et les parasites, ou plus simplement entre les voleurs et les volés, comme aimait le dire Sockless Jerry Simpson. Son surnom c'est Sockless apparemment. Donc sans chaussettes. Le représentant de gauche au Kansas au Congrès. Le romancier radical John Dos Passos utilisait cette expression pour expliquer son désenchantement à l'égard de l'Amérique capitaliste des années 20. Dans les années 20. Et le candidat démocrate à la présidentielle John Edwards n'a pas manqué dernièrement de faire revivre l'expression dans son sens premier. Néanmoins, de nos jours, dans la majorité des cas où l'on use de l'image des deux Amériques, c'est bien pour exprimer toutes les désillusions, tous les ressentiments, mais certainement pas ceux de la gauche. On se fout de l'Amérique rurale, déclarait un habitant d'une petite ville de Pennsylvanie, un journaliste du Newsweek en 2001.
Pour expliquer pourquoi lui et ses voisins avaient voté pour Bush, il déclarait la chose suivante. Ces gens en ont marre de la décadence morale. Ils en ont marre que tout aille pour le mieux à Wall Street et que tout se déglingue dans Main Street. Je répète, pour ceux qui n'auraient pas compris, ils votent républicains pour se hisser au niveau de Wall Street. Le temps n'est pas encore venu pour nous d'essayer de démêler le nœud des raisons confuses qui incitent le travailleur d'une ville déclinante à croire que voter George W. Bush est une manière de porter un coup au monde des affaires. Mais il est important de rappeler le contexte. Au cours de la décennie qui s'achevait, alors, la grande idée qui avait hypnotisé les intellectuels et fait chanter les ondes hertziennes avait été l'émergence de la nouvelle économie. L'avènement d'un millénaire de libre marché dans le cadre duquel le travail physique était devenu aussi obsolète que le cadran solaire. C'était prétendument l'ère du travail, du savoir, cet héroïque entrepreneur qui bâtissait une économie en apesanteur, et comme par magie, les ouvriers en revanche n'avaient rien pigé, et n'étaient pas plus que les reliques menacées de la disparition rapide d'un passé démodé et par trop matérialiste. Certes penseurs renommés du capitalisme allèrent même jusqu'à déclarer, au plus fort du boom de la nouvelle économie, que bleu de travail et col blanc avaient échangé leur posture morale. Les ouvriers faisant désormais figure de parasites vivant au crochet de la force de travail colossale du management. La littérature sur le fossé rouge-bleu n'a finalement fait que corriger les excès les plus criants de la décennie précédente, en découvrant la noblesse du travail ordinaire et en rétablissant les définitions originelles de parasites et de producteurs. Donc voilà, en fait, historiquement, la droite a dit les ouvriers c'est des parasites, ils volent le dur labeur de nos intellectuels, qui montent des entreprises, nos grands entrepreneurs, nos grands comptables, etc. Puis, vu que ces gens-là se sont mis à voter à gauche, hop, ils ont retourné leur veste, ils ont dit « Regardez ces parasites d'intellectuels qui volent le labeur de nos durs ouvriers ». Je crois que ça s'applique plutôt pas mal en France, hein, où dans les années 80, la droite s'est concentrée très fortement sur le travail intellectuel, sur l'économie, sur voilà, tout ça. Puis après, ils ont retourné leur veste tranquillement, en disant « Regardez ces pauvres ouvriers qui travaillent dur la terre ». Donc, entre ceux qui vivent au travail, voilà. Donc, entre l'opposition du travailleur et du management, les gens qui portent les choses, dont le nombre décline à toute allure, sont les nouveaux parasites qui vivent sur le syndrome du canal carpien des programmeurs informatiques aux mains perpétuellement vissées au clavier. Hurlait Jump Peters en 1997. Il n'était pas le seul. Les riches, l'ancienne classe des oisifs, sont en train de devenir les nouveaux exploités du travail, déclarait de son côté le magazine Wired dans son numéro de janvier 98, et ceux qu'on considérait d'ordinaire comme la classe laborieuse formaient petit à petit la nouvelle classe oisive. Et voilà. La droite s'était mise à taper sur les ouvriers avec le développement de l'informatique, des grosses entreprises informatiques, etc. On dit, regardez ces ouvriers qui vivent aux dépens de nos intellectuels trop intelligents, là, nos développeurs informatiques incroyables. Puis après, ils ont retourné leur veste, ils ont dit, regardez ces durs travailleurs qui portent des boîtes. Ils portent des trucs. C'est eux qui sont vraiment valeureux. Alors, aucune constance, hein, c'est chez ces gens, comme d'habitude. Et du coup, là, sur l'opposition parasite et producteur qui a changé, ce n'est pas la première fois que les conservateurs découvrent les vertus de la classe ouvrière conservatrice après avoir chaleureusement chanté les louanges de la créativité des employés de bureau.
comme Barbara Ehrenreich le soulignait en 90, la même chose s'est déjà produite à la fin des années 60, cette décennie dont sont issus un si grand nombre de fantasmes sur la révolution entrepreneuriale qui fleurissent dans les années 90 avec la nouvelle économie. Vous êtes les pires, arrêtez. Les pires. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'elle le faisait au profit de cette même politique de libre marché qui a caractérisé les hallucinantes années 90. Les acteurs avaient laissé de côté leur portable, leur bleu de travail, mais la pièce restait la même. Considérons de ce point de vue l'article fondé sur l'idée des deux nations paru dans l'American Handgunner qui nous raconte comment les attentats terroristes du 11 septembre apportèrent à la lumière à une Amérique new-yorkaise se qualifiant elle-même de bleue, alors qu'elle trouvait aux côtés d'autres intellectuels new-yorkais à contempler les ouvriers du bâtiment et les pompiers en train de faire leur travail. Elle a soudain réalisé que c'était ces hommes et ces femmes épuisés passant dans des camions qui faisaient tout le boulot. Ce sont eux qui font le boulot concret, qui permettent au pays de fonctionner. Ils permettent à l'électricité d'arriver chez nous, aux écoles de se construire, aux criminels d'être arrêtés et à la société d'avancer sans heurts. Elle réalisa, comme à la lumière d'une ampoule éclatante, de la conscience dans son espoir qu'elle ne savait pas comment changer un pneu, faire pousser des tomates ou d'où pouvait bien provenir l'électricité. Cette travailleuse en col blanc déraciné évoqua alors ses déjeuners de travail et autres actes prétentieux avant de comprendre brusquement qu'elle n'avait aucune compétence véritable. Pas la moindre ampoule ne s'éclaira dans son esprit pour lui rappeler que les ouvriers du bâtiment et les personnels de secours vivaient aussi dans un état bleu et qu'ils avaient probablement voté pour Gore. En revanche, l'article nous dit qu'elle est devenue plus humble, une véritable rouge par l'esprit, si ce n'est par le lieu de résidence. Le conte se clôture sur un appel à aller voter. Alors, donc voilà, ils ont dit, regardez, on a interviewé une colle blanc qui s'est rendu compte qu'elle servait à rien, et du coup, elle est devenue rouge. Sauf que, en fait, tous les travailleurs qu'elle disait regarder étaient votaient très certainement démocrates, puisqu'ils habitaient dans une ville qui a fortement voté démocrate. Blake Hurst, ce fermier du Missouri, si fier de son humilité, y va lui aussi de son couplet sur ce thème en soulignant que le travail que nous, les rouges, faisons peut se mesurer en boisseaux, en kilos, en bardeaux cloués, en briques montées, plutôt qu'en mesurant pointilleusement, constituant l'ordinaire des employés de bureau. Mais il a quelque chose de suspect dans cette prétention à endosser le costume de la vertu du travailleur. Quelque chose qui va bien au-delà de la manière encore plus suspecte dont un magazine comme The American Enterprise, qui s'en prend d'ordinaire aux syndicats et chante les louanges du Dow Jones, se lance soudain dans une telle célébration de la vie ouvrière. Une certaine familiarité avec le labeur physique ne fait pas automatiquement de vous un membre de la classe méprisée des producteurs. Pas plus que vivre dans un État qui a voté pour George W. Bush. D'ailleurs, Hearst se décrit ailleurs non comme un simple fermier, mais comme le copropriétaire d'une affaire familiale surveillant le travail d'un certain nombre d'employés auxquels lui et sa famille, confesse-t-il, ne versent pas des salaires très élevés. Hearst a même écrit un essai autour de l'éternel motif de plainte du patron. L'incroyable paresse des travailleurs d'aujourd'hui. Cet homme a beau vivre en pleine cambrousse, il est à peu près aussi proche des ouvriers qu'Al Gore lui-même. C'est peut-être pourquoi Hearst semble persuadé que même s'il existe clairement un fossé en termes de travail entre les deux Amériques,
D'un côté, son Amérique productrice et humble, et de l'autre, l'Amérique parasite et prétentieuse des libéraux, il ne s'agit absolument pas du type de fossé effrayant qu'évoquait Dos Passos entre travailleurs et patrons. Celui qui pourrait, à juste titre, inquiéter les lecteurs d'American Enterprise. La conscience de classe n'est pas un problème pour l'Amérique rouge, les rassure-t-il. Les gens y sont parfaitement satisfaits de leur léger embonpoint et d'être un peu sous-payés. David Brooks va même plus loin, qui conclut son étude de terrain sur l'Amérique rouge en prétendant que la traditionnelle notion de classe ne fonctionne pas. Pour lui, parler de classe en termes de hiérarchie, dans laquelle certains occuperaient une position plus élevée que d'autres, est un point de vue marxiste, donc discrédité d'office. En revanche, il propose, pour modèle plus approprié, celui des cafétérias des lycées, compartimentés en catégories de goûts librement choisis, tels que les pauvres types, les souffres-douleurs, les punks, les bikers, les grincheux, les camés, les guerriers de Dieu, etc. Les souffres-douleurs savent qu'ils ne seront jamais autre chose que des pauvres types, et des pauvres types savent qu'ils seront toujours des souffres-douleurs, écrit Brooks. C'est la vie. Nous choisissons où nous voulons nous asseoir, qui nous voulons imiter et à quelle classe nous voulons appartenir, comme on choisit sa coupe de cheveux, ses programmes télé ou ses activités extrascolaires. Nous sommes tous des agents autonomes dans un système de classe non contraignant. Et Brooks conclut que s'inquiéter des problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs est une marque supplémentaire de l'affection des riches qui peuplent les États bleus. En tant que description de la manière dont fonctionne la société, tout cela est parfaitement absurde. Dès le lycée, la plupart d'entre nous savent bien que nous ne pourrons pas choisir notre place dans la vie comme nous choisissons une boisson gazeuse, ni même comme nous choisissons nos amis. Mais comme indice de ce qui se passe au plus profond de l'esprit réactionnaire, le schéma de Brooks est une vraie révélation. Ce qui divise les Américains, ce serait l'authenticité et non quelque chose d'aussi complexe et dégoûtant que l'économie. Alors, petite note sur l'affection des riches qui peuplent les États bleus. L'explication très imaginative de Brooks concernant le manque de complexe des rouges vis-à-vis du capitalisme de libre marché est qu'ils ne connaissent ni les besoins ni l'envie. Selon lui, là où ils vivent, ils peuvent se procurer tout ce qui est en vente. En revanche, on rappelle toujours aux Bleus qu'il existe des gens plus haut placés qu'eux sur l'échelle sociale, en raison même de la dynamique spatiale de la ville. À l'évidence, il n'existe aucune autre explication au mécontentement, ce qui mène à la construction évidente que personne ne se plaindrait du capitalisme de libre marché, et que nombre de révolutions, de guerres et de mesures sociales du siècle dernier auraient pu être évitées si seulement les riches voulaient bien se cacher un peu mieux. Et donc la révélation de Brooks sur comment fonctionne l'esprit réactionnaire, Brooks lui-même d'ailleurs semble ne pas bien savoir si la métaphore de la cafétéria décrit la réalité ou les idées conservatrices sur la réalité. Dans son article sur le fossé bleu-rouge, publié en 2001 dans Atlantic Monthly, que nous citons ici, la métaphore de la cafétéria est présentée comme une observation objective de la vie américaine. Cette histoire de cafétéria est simplement une image pour illustrer la manière dont se passent réellement les choses. Brooks reprend cet argument dans un article paru dans le New York Times du 12 janvier 2003. Mais désormais, comme quelque chose sur laquelle la plupart des Américains tombent d'accord et qu'ils comprennent instinctivement. Et donc, ce qui divise les Américains, ce serait l'authenticité et non quelque chose d'aussi complexe et dégoûtant que l'économie. Pourtant, pendant que les libéraux se livrent à leurs innombrables démonstrations d'orgueil, comme siroter leur latte, conduire des voitures européennes tape à l'œil et tenter de changer le monde, les humbles citoyens des États rouges vaquent à leurs affaires sans forfanterie, mangeant des petits plats maison, partant en vacances et dans les Orzacs sifflotent en travaillant, sont contents de ce qu'ils sont et se sentent en sécurité sous le bilan bienveillant de George W. Bush. De George W. Bush qu'ils aimaient comme un des leurs. Et voilà, c'est la fin du chapitre 1. Chapitre 2, ça sera au cœur du pays rouge. Et donc je pense que là, ça sera un peu plus le réel plutôt que la théorie de la droite. Il y aura une enquête un peu plus profonde.